Les collaborateurs qui étaient même chez nous les plus réticents sont les premiers à avoir onboardé l'IA au quotidien et se rendre compte que l'IA est un vrai allié très fort. Et dans ces métiers aujourd'hui, si on ne prend pas conscience que l'innovation est cœur business, on n'arrivera pas à transformer et à répondre aux enjeux du marché demain. Le waouh, c'est pas le fait de donner des fruits à tire-larigot, du snacking, etc. C'est la façon dont les gens sont managés, c'est la mission, c'est le sens qu'ils ont aussi dans leur activité. Les principaux freins qu'on va rencontrer sont dus aux arrêts pendant un trajet. Le fait de s'arrêter pendant un trajet, de recharger un véhicule, de repartir. Honorables membres de la République Workplace, bienvenue dans cette entre du débat pour cette nouvelle émission Place de la République. Et j'ai la chance d'être entouré d'un formidable plateau que je vais donc vous présenter dès maintenant. La première que je présente, c'est Muriel Abbas. Bienvenue Muriel. Merci. Donc tu es directrice Workplace et immobilier pour Blablacar. Alors tu te donnes plusieurs missions: professionnaliser l'office management et le facility management, transformer l'environnement de travail. Tu t'ennuies pas, non? Jamais. Mais il y a encore plein de choses à faire, il y a encore beaucoup de travail. Très bien, bienvenue sur ce plateau. Bienvenue également à Antonio dos Santos Moreira. Merci. Délégué environnement de travail pour Radio France. Alors toi, tu as participé à l'évolution des environnements de travail de cette grande institution audiovisuelle, notamment avec la mutualisation des studios et des lieux de vie. Est-ce que ça a été un sacré défi pour toi? Alors c'est un sacré défi au quotidien, même encore. Hein. Je suis encore récent chez Radio France, mais oui, c'est un sacré défi puisque c'est le cœur du métier de la maison de la radio. Et c'est vraiment des écrans. Donc c'est des écrans aussi en termes d'architecture parce qu'en fait... Juste pour préciser en détail, ce sont des capsules suspendues au sein de la maison de la radio, les studios. Donc tout est étudié pour le son et les vibrations. C'est un sacré challenge et c'est magnifique, mais c'est le travail principalement de la réhabilitation qui était là avant moi. Très bien, bienvenue Antonio. Bienvenue également à Karim Ben Sabri. Merci Alexandre. Donc toi, tu es Head of Workplace Property Management pour IREAS. Tu nous expliqueras un petit peu plus en détail ce que c'est, mais... Pour dire un mot, donc ton rôle, c'est de mettre en œuvre et de piloter des espaces de travail inspirants et performants, tout en garantissant la maîtrise des charges. Est-ce qu'on arrive vraiment à faire les deux? C'est un boulot de longue haleine, c'est un boulot assez complexe puisqu'on va devoir trouver des bons partenaires au quotidien qui vont travailler avec nous sur nos immeubles tertiaires. Et la réponse à cette question, c'est oui, on y arrive. Très bien, tu nous expliqueras ça plus en détail tout à l'heure. Et enfin, Guillaume Amar, bienvenue Guillaume. Merci Alexandre. Directeur général France pour Atalian, une belle maison que tu nous présenteras dans un instant. Tu as fait le choix de rejoindre ce poste récemment. Juste, qu'est-ce qui a motivé ta décision de rejoindre ce groupe? Très clairement, l'envie d'une nouvelle aventure, d'un nouveau challenge et de relancer une belle entreprise qui attend effectivement beaucoup d'énergie et dans laquelle j'ai trouvé des gens passionnés et passionnants. Très bien, on va en discuter de tout ça avec vous. Tout de suite, on commence avec le talk de Guillaume Amar. Alors, Guillaume, bienvenue à nouveau à toi. Je le disais, donc directeur général France d'Atalian depuis quelques mois. Alors, Atalian, un des leaders du FM en France et même en Europe. Est-ce que tu peux nous rappeler les grandes lignes des activités du groupe? Alors, je vais te rappeler effectivement les grandes lignes. Déjà, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Atalian, pour donner quelques chiffres, ça fait depuis 80 ans que cette entreprise exerce sur le secteur du FM. C'est un des leaders, un des pionniers. C'est 4 grands métiers. Le métier d'abord du FM, donc du pilotage et de l'ensemble des services d'un bâtiment. C'est la propreté, bien évidemment, c'est ce qui a lancé à l'origine Atalian. C'est la sécurité et c'est enfin la maintenance et énergie. C'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial, dont 1,5 milliard en France. C'est plus de 60 000 collaborateurs, c'est 19 pays. C'est des hommes et des femmes au quotidien, ce qu'on appelle les invisibles, qui œuvrent pour le service de l'ensemble des occupants d'un immeuble, de l'ensemble des personnes qui vont passer dans un aéroport, dans des gares. Bref, ce sont des gens qui au quotidien œuvrent pour notre bien-être. Bon, et je ne présente pas autour de ce plateau Atalian. Je crois que Antonio a eu l'occasion de travailler dans des entreprises qui avaient recours au service de l'entreprise. Alors, ton arrivée à la direction générale de cette entreprise, elle marque un peu une entrée dans un peu une nouvelle ère, un nouvel Atalian.
Quelles sont tout simplement les ambitions qui découlent de ton arrivée? Alors, l'idée très clairement, alors c'est l'ambition de l'actionnaire. C'est Atalian est encore une fois, comme je le disais, un groupe qui a 80 ans d'histoire, qui a été une entreprise conquérante, innovante et qui aujourd'hui veut retrouver effectivement sur le marché sa place de leader, sa place dans l'innovation et dans la démonstration qu'une entreprise n'existe que parce qu'elle a des clients et que sa seule raison d'être, c'est d'avoir des clients et de les garder. Donc pour cela, l'idée, c'est de travailler sur tout ce qui va être focus client. Donc s'assurer que l'ensemble des clients sont servis au quotidien. Toute la partie développement RH, puisqu'on est sur un métier où l'actif, l'asset, ce sont le people. Et le people au quotidien, on doit s'en occuper, s'en soucier pour qu'il délivre le meilleur. Et puis on est dans un métier en perpétuelle évolution, et notamment post-Covid, où on s'aperçoit de plus en plus que le fait de l'innovation, qu'elle soit servicielle, qu'elle soit robotique, qu'elle soit dans l'intelligence artificielle, sont des éléments essentiels. Et dans ces métiers aujourd'hui, si on ne prend pas conscience que l'innovation est cœur business, on n'arrivera pas à transformer, à répondre aux enjeux du marché demain. Donc il y a tous ces sujets d'innovation, de focus client, de focus RH, et enfin, dernier point, qui est peut-être le plus essentiel, la RSE, la partie effectivement impact. Nos métiers sont impactants, peuvent être impactants dans l'environnement de travail, mais pas uniquement dans le tertiaire. Ça va être dans l'industrie, ça va être dans la santé, ça va être dans l'agroalimentaire. Et on va avoir besoin, on fait partie des gros acteurs de l'environnement de travail, on fait partie des gros acteurs des services, puisque la filière métier de la propreté, c'est plus de 600 000 emplois par an. Et donc, on a besoin effectivement à la fois de ces sociétés, comme Atalian, nous ne sommes pas seuls sur le marché, et nous avons besoin de proposer aux clients des solutions innovantes. Et ma venue, très modestement, c'est de dire aux équipes d'Atalian présentes, on va transformer ce groupe pour répondre aux enjeux demain du marché, à la fois en France, mais aussi à l'international. Tu as parlé de l'innovation, de la robotisation, de l'IA. On en entend beaucoup parler de façon générale. Toi, ta conviction par rapport au métier du facility management, par rapport à ça, quelle place tu penses que ça peut vraiment prendre, notamment la robotisation? Est-ce que ça va pouvoir remplacer vraiment les métiers? Est-ce que ça va rester cantonné à une certaine partie? C'est quoi un peu ta conviction là-dessus? Alors, tout ce qui est le digital, la robotisation, ne pas en avoir peur. À partir du moment où tu vas en avoir peur, tu vas avoir du mal à avoir des convictions, à te lancer dedans. On n'est pas là pour remplacer des métiers, on est là pour faire évoluer des métiers. La robotique, l'intelligence artificielle vont faire évoluer des postes de travail. Tout ce qui va être, je vais prendre l'exemple de l'exosquelette, qui sont des tâches extrêmement difficiles, des ports de charge lourdes. À partir du moment où tu mets des exosquelettes, tu vas rendre plus facile le geste et la posture, donc moins de TMS. Tu vas travailler sur de la robotique pour effectivement, sur des grandes surfaces, ne pas avoir des personnes qui passent leur temps derrière une autolaveuse, peut-être pour faire autre chose. L'intelligence artificielle, c'est supprimer tout ce qui va être tâches répétitives à faible valeur ajoutée, permettre effectivement aux équipes de se concentrer plus dans le service client, donc ce que recherchent aujourd'hui les donneurs d'ordre, d'être plus visible, effectivement, d'apporter de la valeur, et puis ne jamais oublier qu'on est dans un métier où on a une difficulté d'attractivité, une difficulté de recrutement, de stabilisation des équipes, et que la courbe de l'âge, de la seniorité de nos équipes va nous amener à un moment ou à un autre à être en pénurie de main-d'œuvre. Donc si on n'intègre pas les solutions IT, les solutions robotiques, les solutions d'intelligence artificielle, malheureusement, on aura vocation à ne pas se développer. Donc on doit utiliser, donc faut pas opposer les deux, il faut clairement les associer. Mais c'est un vrai changement de culture, à la fois vis-à-vis des clients, mais vis-à-vis aussi de nos collaborateurs. Je vous vois hocher la tête, vous êtes d'accord avec l'analyse de Guillaume sur ce sujet? À 100%. Ouais, on est complètement en phase, hein. On vit les mêmes choses des deux côtés, je pense. Karim aussi. Moi, j'en ai fondé un club qui s'appelle le club de l'intelligence artificielle dans le real estate. On est plus de 500 entreprises dans ce club. 501 bientôt avec moi. 501 bientôt avec Guillaume, avec grand plaisir. Vous êtes le bienvenu. Avec grand plaisir. Et on se pose effectivement la question de l'impact de l'IA et on voit effectivement qu'il faut maîtriser, comprendre, l'intégrer dans notre société, quelle que soit la typologie immobilière, et que ça a un impact plus que positif de l'intégrer, de le comprendre. Très bien. Et on aura l'occasion de parler aussi du rôle des invisibles dans notre débat tout à l'heure. Merci en tout cas, Guillaume, d'avoir joué le jeu de ce talk. Merci. Alors, Antonio, c'est à ton tour donc, de passer dans ce fauteuil. Bienvenue à nouveau à toi. Alors, parmi les missions que tu as eu à gérer en tant que délégué environnement de travail chez Radio France, il y a eu le verdissement de la flotte automobile. Alors, quels ont été les enjeux autour de ce sujet? Tout d'abord, merci pour cette invitation.
Merci beaucoup. Les enjeux du verdissement, ils sont à plusieurs niveaux, en fait. Les enjeux, ils sont déjà légaux. Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi L'Homme, en fait, la loi d'orientation et de mobilité, donc qui nous oblige à verdir les parcs, en fait, mais qui nous oblige pas sous forme d'une contrainte, en fait, qui nous oblige avec des objectifs vertueux, réellement. Donc, les vrais enjeux sont d'assurer une transition qui se fait à marche forcée, avec des structures et des infrastructures pas complètement prêtes, pas complètement abouties aujourd'hui, en fait, et avec un accompagnement au changement aussi nécessaire. On ne peut pas verdir une flotte sans accompagner, c'est très compliqué, en fait, de passer du thermique à l'électrique aujourd'hui, même si c'est beaucoup plus dans les mœurs et dans les habitudes, mais c'est très compliqué. Mais c'est quoi les freins concrètement? Les gens, quand tu leur dis que tu vas passer sur une flotte électrique, ils te disent quoi? Les principaux freins qu'on va rencontrer sont dus aux arrêts pendant un trajet. Le fait de s'arrêter pendant un trajet, de recharger un véhicule, de repartir. Donc l'autonomie du véhicule, en fait, qui est tout l'enjeu du moment. Ça, c'est les principaux freins. Les budgets, les engagements budgétaires qui vont avec cette transition écologique et le verdissement des véhicules. La contrainte aussi des métiers. Par exemple, au sein de Radio France, c'est des engagements aussi sur une flotte de véhicules complètement hétérogène. Donc on peut aller du véhicule léger au poids lourd avec une régie intégrée et donc qui demande une bande de recharge complètement adaptée, très puissante, qui va avoir des impacts structurels sur le bâtiment au niveau des TGBT. Donc c'est énormément d'enjeux à tous les niveaux, mais globalement la demande elle est plutôt positive. Mais la demande elle s'accompagne de façon pluriannuelle. Et la difficulté aussi c'est que c'est très mouvant. C'est-à-dire? C'est très mouvant. Donc les textes bougent beaucoup. La réglementation. Au niveau de l'Union européenne, au niveau de la France, ça bouge beaucoup. Il y a flotte auto dans la flotte. Dans une flotte automobile, il y a des véhicules de fonction, mais il y a des véhicules de service, des véhicules de pool. Il y a des réglementations qui changent encore avec des actualités toutes fraîches concernant les avantages en nature. Donc c'est très mouvant. Donc c'est un exercice d'agilité à l'arrivée de verdir une flotte auto. C'est vraiment un exercice d'agilité. Pourquoi ils font pas tous du blablacar alors, les salariés de Radio France? Justement, c'est un vrai plaisir d'être avec Muriel. Donc on va pouvoir échanger maintenant pour prolonger. Et alors, également, parmi les choses que tu as eu à gérer, comme de nombreuses entreprises post-Covid, c'est le sujet de la restauration. Adapter la restauration, notamment dans des contextes avec des jours de présence et des taux de fréquentation qui font le yo-yo chaque semaine. Alors, toi, quels sont les choix que tu as faits au sein de Radio France pour justement réussir cette adaptation? Au sein de Radio France et même dans d'autres expériences par le passé, les choix déjà étaient déterminés par le protocole national d'entreprise qu'on attendait tous avec impatience pour aller le traduire et voir les mesures et comment on allait vulgariser et matérialiser ces mesures sur le terrain. Donc le premier sujet, déjà, c'est le partenariat avec le restaurateur, parce qu'on ne fait rien sans lui pour commencer. C'est avec eux qu'on commence à travailler. Les jauges, la notion de jauge. Donc voir son espace, analyser son espace et comment on travaille avec son espace pour adopter les mesures Covid. L'accompagnement, pareil, des collaborateurs, donc c'est l'expérience collaborateur, les segments de communication qu'on va avoir en interne et comment on accompagne les équipes. Mais sinon, le Covid, la particularité tient vraiment à l'aménagement qui a été fait, le partenariat qu'on a avec le restaurateur, les entreprises de nettoyage, de propreté aussi, qui ont eu vraiment un rôle crucial, primordial pendant cette période-là, puisqu'il fallait organiser les rotations. Et la mise en place, on a pu mettre aussi en place un système de réservation, donc sur des créneaux très précis, pour être certain que tout le monde avait un créneau pendant une période déterminée, en fait, et comme ça permettait de respecter des jauges. Mais tu vois, c'est vraiment plusieurs acteurs. C'est pas que le workplace ou l'environnement de travail, c'est les partenaires aussi, le restaurateur, les services de propreté, de nettoyage, et même d'autres services qui peuvent accompagner. Donc les mesures, elles étaient là. Elles étaient vraiment à ce niveau-là. Et ce fameux protocole national qui nous dictait ce qu'on devait faire.
Et tu n'es pas passé par des prestataires annexes de restauration type frigo connecté, choses comme ça, en complément Non, du ça RI. s'est fait en interne chez Radio France avec un restaurateur qui est sur place et qui est géré en interne et qui a une réponse très positive à l'offre proposée, mais pas de partenaire externe. Tout s'est fait en interne, donc on essaye de gérer tout le temps ça en interne. Ok, bon, rapidement, les sujets de restauration, c'est C'est crucial la restauration, hein. C'est les Français. dans le Mais- pays de la bouffe. Ouais, ouais, c'est important. Ça a été des sujets à gérer. Mais il y a une grosse évolution en fait, hein. Je sais que dans nos locaux précédents, on avait un RIE et en fait, on était tanné par les collaborateurs pour quitter ce RIE qui n'arrivait pas à s'adapter aux nouvelles tendances. Et aujourd'hui, on est parti sur des cantines connectées et ça satisfait tout le monde. Ouais. C'est des partenaires. J'aime assez la notion de partenaire pour les entreprises avec qui on contractualise Mm. une prestation, mais c'est des vrais partenaires. Très bien. Bah, merci, Antonio. Merci à toi. Alors Karim, re-bienvenue. Tu représentes donc IREAS. Bah, commence peut-être par nous présenter ton entreprise et ton activité. Alors merci Alexandre et République pour l'invitation. Effectivement, IREAS c'est une société à mission. IREAS fête sa 6e bougie. On est des acteurs dans le property management, dans la gestion d'actifs de bureaux de toute typologie, du petit bâtiment de bureau jusqu'au grand complexe, grand campus. On a un notamment dans le sud de la France. On est une PME française, donc on est un petit acteur de la gestion immobilière pour des raisons bien précises. C'est qu'on veut rester sur un positionnement qui est assez fort, qui est de faire une gestion premium, un peu digne de l'orfèvre. Si on reprend l'exemple où on est très proche de nos clients et de leurs collaborateurs. Et cette gestion nous permet d'être ultra réactifs, d'avoir un très bon niveau de prestation en property pour nos immeubles et d'avoir surtout des immeubles qui tournent bien. Donc ça, c'est la force d'IREAS. Et on travaille avec un écosystème très puissant. Tout acteur, finalement, qui vont travailler dans le monde de l'immobilier, que ce soit les acteurs de la propreté, de la maintenance, des espaces verts, de l'accueil, de la restauration, etc. On va nous mettre en place une charte de partenariat. Justement, ouais, cette charte de partenariat, de quoi il s'agit? Alors pour nous, la charte de partenariat, c'est un engagement qui est fort, puisque notre métier se veut travailler finalement avec l'intégralité de l'écosystème, mais on est souvent amené à un nombre assez important de problématiques. Les premiers, ça va être les coûts. J'ai un immeuble, quel est mon budget de charge sur mon immeuble? Comment est-ce qu'on va réussir à optimiser ce budget? Avec quel prestataire? Pourquoi? Quel parcours? Quelle expérience? Donc on va arriver, nous, avec ce portefeuille finalement de partenaires qui vont nous accompagner. C'est quoi un partenaire pour IREAS? C'est quelqu'un qui répond positivement à nos sollicitations, qui est réactif, qui est professionnel, qui a des équipes qui sont correctement formées, correctement accompagnées et qu'on va également mettre en lumière auprès de nos clients. Donc c'est là où on parlait justement des métiers de l'ombre. Pour nous, les métiers de l'ombre ont la place presque la plus importante de l'immeuble, puisque sans eux, le bâtiment ne tourne pas. Donc on va aussi travailler en écosystème engageant avec nos clients et leurs collaborateurs pour mettre en avant justement ces métiers de l'accueil, de la sécurité, de la restauration, de la propreté. Donc on va aussi définir des règles du jeu, aussi bien côté client que côté partenaire. C'est qu'on va refuser certaines démarches. On va refuser par exemple pour la propreté de travailler complètement en dehors des horaires de présence de collaborateurs. On veut que la propreté soit présente pendant que les collaborateurs sont présents. Également pour tout le reste des services. On va refuser de créer des parcours prestataires dégagés des collaborateurs en passant uniquement par des monts de charge, en passant uniquement par des sous-sols pour ne pas croiser de collaborateurs. C'est un refus côté REA, donc on est très, très engagé à ce niveau-là. Et on le fait vraiment en co-construction avec les clients qui pourraient avoir parfois des biais en disant c'est un peu déplacé d'avoir mon prestataire de propreté qui tire sa benne à ordures devant mon collaborateur. Je comprends et il a raison. En revanche, c'est bien de voir qui est son acteur de propreté, parce qu'on s'est aussi rendu compte que lorsqu'on crée du lien entre les collaborateurs et les prestataires, derrière beaucoup de résultats positifs. On s'allie moins, on fait des tickets un peu mieux qualifiés, on invite le prestataire à prendre le café avec nous, on crée cet échange finalement au quotidien sur le bureau et c'est un vrai échange gagnant-gagnant qui se fait avec les prestataires du terrain et les collaborateurs de l'immeuble.
Ça, aujourd'hui, tu arrives quand même à l'imposer auprès des clients. Il y a une écoute particulière par rapport à ça? Il y a une réécoute parce que notre positionnement de PME française fait qu'on a une présence dans les immeubles qui est quand même très forte. On passe beaucoup de temps avec nos clients, on passe beaucoup de temps dans les immeubles. Donc le fait de croiser souvent notre client, c'est qu'on prend le temps de discuter avec lui, c'est qu'on prend le temps d'échanger sur ce type d'engagement d'IREAS, notamment aussi par la volonté d'être une réelle société à mission, qui est checkée tous les 2 ans par un organisme d'État sur ces engagements, justement. Et l'autre force qu'on a, en plus de cet accompagnement terrain aux partenaires, prestataires, clients, collaborateurs, c'est que nous, on met aussi en lumière des métiers en interne qui sont ceux de l'office management, du factotum, de l'hospitality management, du building manager, qui sont des collaborateurs by IREAS, qui sont internes à nous, formés par IREAS et qui vont être également déployés dans nos immeubles. Donc l'avantage pour le client, c'est qu'en plus d'avoir un mandat de gestion où il a son property manager habituel, c'est qu'il a aussi une personne d'IREAS dans ses locaux. D'accord. Il t'arrive de travailler sur certains sites avec Atalian ou pas encore? Alors j'ai travaillé avec Atalian dans le passé, même beaucoup. Donc je connais très bien la maison Atalian. Donc effectivement, je pense que prochainement, on va travailler avec Atalian. Yes. Et sur l'IA, sur l'automatisation dont on a parlé tout à l'heure, toi aujourd'hui, ta vision par rapport à ça, pour la développer un petit peu dans la minute qui nous reste? Alors rapidement, moi l'IA, ça a changé 80% de mon métier. On parle de 80%, c'est un chiffre qui est plus que la moitié. Comment? C'est que nous, on a des métiers qui sont quand même très administratifs. On va faire des comptes rendus, on va faire beaucoup de réunions, on va faire beaucoup de suivi de chantier, on va travailler sur des budgets, il y aura beaucoup de calculs, donc beaucoup de données. On a beaucoup de data dans nos immeubles. Et l'idée est de se dire, qu'est-ce qu'on fait de toute cette data? Parce qu'aujourd'hui, de cette data, nous savons principalement à faire des reporting clients, des reporting assez simples, sans forcément croiser cette donnée. On s'est rendu compte que le fait de la croiser, c'est qu'on a un autre finalement apprentissage de cette donnée qui va un peu plus loin. Qu'est-ce que je fais quand je vais croiser ma donnée justement de la maintenance, de la propreté, de l'accueil, de la conciergerie, de la salle de sport? J'aurai sûrement des flux de passage, des horaires de présence, un dimensionnement qui peut être différent. Donc on a plein de cas d'usage qui sont très différents, l'intervention sur un ticket, etc. Donc voilà, c'est un sujet qui peut aller très loin. Donc en tout cas, nous, nos métiers de gestion immobilière changent drastiquement grâce à l'IA. Comme a dit Guillaume justement avant, il faut s'en inspirer, il faut le comprendre, il faut l'apprendre. Il faut faire une espèce d'éducation aussi des collaborateurs. C'est ce qu'on fait chez nous, IREAS. On forme chaque année tous les collaborateurs à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, les collaborateurs qui étaient même chez nous les plus réticents sont les premiers à avoir onboardé l'IA au quotidien et se rendre compte que l'IA est un vrai allié très fort. Très bien. Merci Karim pour ton intervention lors de ce talk. Alors Muriel, c'est à ton tour de passer sur le grill de cette émission Place de la République. Alors ça fait déjà 10 ans que tu es chez Blablacar, avant ça 17 ans chez Goldman Sachs. Qu'est-ce que tu as préféré entre les deux? Est-ce que je dois le dire? Est-ce que je dois vraiment répondre? Non, c'était des expériences. Déjà, excuse-moi, mais merci de m'avoir invité. Et pour répondre à ta question, c'est des expériences complètement différentes. C'est vrai que je reste très longtemps. Je suis quelqu'un de très fidèle, je m'investis beaucoup, donc j'ai toujours du mal un peu à partir. Mais effectivement, oui, c'est un peu le grand écart. Passer d'un monde institutionnel et surtout une banque d'affaires américaine comme Goldman à Blablacar, c'était il y a 10 ans, qui était encore en start-up. Il y en avait un peu dans tous les sens. C'est vraiment le grand écart. Alors, on voit les images des environnements de travail justement chez Blablacar. Alors, ton rôle, il englobe l'immobilier, le FM, le workplace, tout ça à la fois? Tout ça à la fois pour la France et l'ensemble de nos bureaux dans le monde, puisque nous avons des bureaux un peu partout. On est présent dans 22 pays en fait. Alors, on n'a plus des bureaux dans 22 pays. Aujourd'hui, il nous reste un gros bureau à Sao Paulo, Varsovie, Madrid. Et puis Paris, bien évidemment, notre siège social. Ça demande un peu de travail, mais c'est très intéressant. Et effectivement, il y a donc la partie immobilière, donc la gestion des baux, les négos, la sous-location, que j'aime beaucoup la sous-location. J'en fais un peu partout d'ailleurs, même à Varsovie, dans notre bureau de Varsovie. Et puis c'est effectivement l'environnement de travail avec les office managers, les facility managers. Et j'en ai encore dans quelques bureaux, oui, bien sûr. Donc, au total, 600 employés en France et 900 dans le monde, 600 en France, avec une très forte proportion de full remote. On a 33% de collaborateurs qui sont en full remote, avec la seule obligation, c'est de revenir
10 fois par an au bureau, à chaque fois 3 jours. Pour garder le lien, mais bon, on les abandonne pas non plus à leur sort, puisqu'en fait, dès lors qu'on a des petites équipes qui se constituent dans des villes, Nantes, Bordeaux, Biarritz, Marseille, Lyon ou même Nice, on ouvre un petit espace dans un cowork pour recréer quand même un petit hub. Et alors, l'un des enjeux quand tu travailles comme ça dans une boîte de la tech, j'imagine, c'est l'attractivité. Il faut être particulièrement attractif pour capter ces talents. Alors, comment tu fais tout simplement? La guerre des talents dans la tech et dans la French Tech est impitoyable. Alors, il y a des boîtes qui ont beaucoup de budget, les Google, les Facebook, donc on ne peut pas rivaliser, c'est sûr. Mais c'est effectivement l'environnement de travail, les bureaux, c'est un des éléments qui attire les talents. En fait, on vient aussi souvent souvent, on vient quasiment chez Blablacar pour la mission. Parce qu'on n'aura jamais le même salaire que chez Facebook ou que chez Google, faut être honnête. Mais pour autant, on va participer quand même à préserver l'environnement. C'est une mission sur la sauvegarde, sur la réduction de l'empreinte carbone qui est très importante pour nous. Ça drive c'est notre cœur de métier, mais ça drive aussi le bâtiment, l'exploitation, la façon dont on agit ou on interagit au sein de nos espaces. Donc effectivement, oui, c'est... Tu as peut-être moins ce problème, Antonio, chez Radio France, où l'institution fait quand même beaucoup en termes déjà d'attractivité. Oui, le pouvoir d'attraction est fort, très fort même. Et alors, tu me disais aussi en préparation un travail en synergie avec la partie RH, justement, pour travailler sur l'engagement des collaborateurs. Oui, alors en fait, on est un peu, j'ai envie de dire, c'est à la traverse des RH, de l'IT, de la technologie, puisqu'en fait, le bureau, ce n'est qu'un des éléments qui contribuent à la marque employeur et à l'attractivité justement d'une société. Ça doit s'accompagner par des valeurs qui sont déclinées ou qui sont incarnées dans les bureaux, certes, mais aussi dans la façon dont on manage, dont l'organisation se crée. C'est aussi tout un ensemble d'accompagnement qu'on met en place. Et tout ça se vit au quotidien et surtout se développe grâce au RH. Et on est un outil au service de la RH. Et à l'inverse, la RH devient un outil lorsqu'on est obligé de mettre en place des organisations. Et tu parlais tout à l'heure de ces entreprises, ces autres entreprises de la tech qui ont beaucoup plus de moyens dans cette guerre des talents, de moyens financiers. Toi, sur la partie immobilier workplace, est-ce que tu es plutôt dans une dynamique où on te demande de faire mieux avec moins, ou est-ce qu'il y a quand même une politique d'entreprise pour investir dans l'environnement de travail ? Alors, investir dans l'environnement de travail, oui, certes. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est notre siège social, qui est quand même une très belle réalisation, il faut le dire. Pour autant, on n'est pas dans le waouh pour le waouh, en fait. Le waouh, c'est pas le fait de donner des fruits à tire-larigot, du snacking, etc. C'est la façon dont les gens sont managés, c'est la mission, c'est le sens qu'ils ont aussi dans leur activité, c'est la façon dont on s'organise. Tout ça, c'est beaucoup plus important que d'avoir, je sais pas, des machines qui te distribuent gratuitement des snacks toute la journée. Parce que ça va être super le premier jour, deuxième jour, et puis au bout du troisième jour, une fois que tu as tout testé, tu dis bon, bah ok. Enfin, c'est pas ça qui va te faire rester dans une boîte. Ce qui te fait rester, c'est la façon dont tu es managé, la façon dont tu es considéré et surtout ce qu'on met à ta disposition. Donc, on ne met pas des choses extraordinaires, on met ce qui est nécessaire. Il faut revenir aussi un peu au basique, mais on le fait de façon agréable et confortable. Très bien. Merci Muriel d'être venue sur ce plateau. On va enchaîner tout de suite avec la revue de presse. Alors, vous le savez, dans Place de la République, c'est aussi le temps de la revue de presse, des dernières actualités parues récemment sur République Workplace, le média. Et parmi elles, la première d'entre elles, c'est les effets de l'IA générative sur l'emploi dans le secteur de l'immobilier. Alors, c'est une étude de VUS Partner qui a examiné les gains d'efficience et de productivité que l'utilisation de ChatGPT peut apporter dans le secteur de l'immobilier français. Donc,
étudié des milliers d'offres d'emploi. Et alors, ils ont sorti des chiffres. Donc, les métiers manuels, forcément, c'est que 5 à 10% de gains d'efficience, hein, c'est peu. Pour les ingénieurs architectes, ça peut monter entre 25 et 30%. Et alors, les métiers marketing, finance, asset management, c'est 50%, voire plus. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres-là? Si je peux me permettre, je me tourne vers Karim. Si effectivement c'est 50% pour l'asset manager, ça pose effectivement une question de se réinventer dans le modèle de l'asset et du property versus les métiers dits manuels, donc les métiers opérationnels de la propreté où nous on va effectivement en mettre. Mais pour autant, on sait que ça ne va pas totalement transformer tous nos métiers opérationnels. En revanche, effectivement, je ne sais pas comment vous adressez ces sujets-là au sein de votre structure. On voit effectivement la différence entre ce qui est des mains et ce qui est des chiffres pour ces métiers de property et d'asset management qui ont l'habitude finalement à jouer avec les chiffres, avec des tableaux, avec des documents, avec des plans. Ce ne sont que de la donnée et effectivement on voit l'impact qu'a l'IA dans tous ces sujets-là. C'est que la réaction est extrêmement rapide. En quelques secondes, on a un résultat qu'on avait à l'époque avec peut-être parfois 2, 3, 5 personnes qui devaient travailler sur un projet en particulier. Et là, l'impact est plutôt de se dire, aujourd'hui, on a un cas d'usage qui est très concret, qui est la réactivité de la donnée grâce à l'IA. Derrière tout ce temps dégagé, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où on doit répondre à cette question. On n'a pas forcément aujourd'hui la réponse à ça. Donc c'est creuser pour se dire, si je réussis à gagner 50% voire plus de mon temps de travail, de ce que je faisais avant, en quoi je peux être un peu plus percutant et passer peut-être un peu plus de temps, en tout cas sur les actions à haute valeur ajoutée. Et on se rend compte également dans l'IA qu'il y a un métier qui est difficilement remplaçable, c'est le commercial dans l'immobilier, puisque le commercial dans l'immobilier, c'est de l'humain, c'est de la relation que ne fera pas aujourd'hui l'IA et que ne fera peut-être jamais l'IA, malgré les chiffres qu'on a. Donc oui, c'est aussi ça aussi l'impact, c'est de se dire est-ce que ces métiers qui seront impactés grâce à ça passeront peut-être plus de temps comme on le fait nous avec nos clients. Et j'ajouterais que la partie qu'on évoque sur l'IA dans les métiers, en fait, c'est-à-dire dans la phase où on est actif, elle est importante, mais l'IA aussi, on doit l'anticiper dans la formation et l'éducation, en fait. Et ça va être très important. Donc, on a vu des filières commencer à apparaître et on en voit de plus en plus. Mais ça va être un enjeu très fort aussi à ce niveau-là, c'est l'avant. C'est comment on prépare la vie des futurs actifs, en fait. La formation. Ça va être hautement stratégique. Mais il va falloir surtout jouer sur le discernement. C'est comment on les forme à savoir discerner et à pouvoir ensuite faire la part du vrai et du faux. Parce que l'IA peut tout transformer et peut te faire croire en n'importe quoi. Et c'est là où aujourd'hui on l'a pas. Ça. Nos jeunes, ils sont pas prêts, ils sont pas équipés pour pouvoir faire ce discernement. On le voit avec la notion des deepfakes. Exactement. C'est impressionnant. Et il y a beaucoup de sujets, comme notamment aussi le sujet hallucination, qui est effectivement cette IA qui essaie de comprendre une donnée, une information qui n'est pas forcément la bonne, parce qu'on a derrière l'IA le vrai sachant qui a envoyé son prompt, sa requête, sa demande, et qui se dit finalement ce que j'ai envoyé ne correspond pas à ce que je reçois. Donc c'est important de rester quand même expert de son sujet. Ça, on ne va pas être complètement remplacé par l'IA, il y aura toujours des expertises derrière. Et je rebondis sur ce que tu as dit juste avant. Oui, il faut former les gens. Dans notre club, c'est ce qu'on fait nous. On forme justement des collaborateurs, des entreprises à l'IA sur plusieurs thématiques, qui est qu'est-ce que c'est l'IA pour des choses très basiques, pour des personnes qui n'ont jamais utilisé l'IA, jusqu'au sujet de sécurité. En quoi est-ce que je peux intégrer de l'IA dans mon entreprise tout en gardant des vrais process, des vraies barrières à la sécurité de l'information. Allez, deuxième sujet, les enseignements du baromètre de la performance énergétique et environnementale des bâtiments de l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable, réalisé donc sur une grosse base de données, 31 000 bâtiments, 113 millions de mètres carrés. Parmi les points à retenir, notamment, le premier, c'est que à cause d'un turnover plus fréquent des utilisateurs et d'une diversité des activités sur site, les espaces de coworking sont un peu les mauvais élèves. Les coworking et bureaux partagés tendent à générer plus de déchets, notamment, que les autres espaces. Et puis, le télétravail qui s'impose vraiment comme un levier clé dans la baisse des consommations, qui explique finalement une partie des performances qui sont observées. Donc finalement, au-delà d'avoir des bâtiments de plus en plus performants, le fait simplement d'avoir moins de gens sur site explique finalement de meilleures performances. Karim ? C'est un sujet qui va très loin et là je vais rebondir sur la thématique qui nous réunit, qui sont ces métiers de l'ombre. C'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces métiers de l'ombre lorsque les bureaux sont vides ou très peu occupés. Quelle place est-ce qu'on leur accorde? On a des clients qui vont vouloir réduire la voilure de leur contrat, par exemple les vendredis, parce qu'on a beaucoup moins de collaborateurs présents dans les bureaux le vendredi. D'autres qui vont vouloir peut-être, c'est notre cas, faire plus d'actions opérationnelles justement le vendredi parce qu'on a moins de collaborateurs, donc on peut rentrer dans les plateaux
faire des actions, faire des réparations, remplacer des fils, des cartouches, etc. Donc c'est aussi comment l'entreprise se positionne sur le sujet du télétravail de son bâtiment. Ça reste des mètres carrés, plus ou moins de mètres carrés, donc c'est la question que chacun doit se poser. Et lorsqu'on répond à cette question-là, c'est qu'est-ce qu'on fait justement de tous ces gens qui composent le workplace au quotidien. Souvent, ce qu'on constate, c'est qu'on réduit le nombre de mètres carrés dans ce cadre-là, mais on ne réduit pas forcément la volumétrie du travail au quotidien, puisqu'il y a les fréquentiels sont plus importants, le fait d'avoir réduit le nombre de personnes, d'avoir augmenté le nombre de personnes par superficie de mètre carré, il y a plus de passages dans la journée, on est beaucoup plus présent, beaucoup plus visible. Donc finalement, en termes d'impact sur le travail quotidien pour les collaborateurs, notamment du secteur de la propreté, c'est pas trop visible. En revanche, en termes de volumétrie de mètre carré, là clairement, on voit bien qu'en termes de superficie, ça a été réduit. Et on peut parler en troisième sujet, les tiers-lieux, justement. Est-ce qu'ils bénéficient de la dynamique du télétravail? Ça, c'est une question qui répond, à laquelle apporte une réponse l'IFOP et France Tiers-Lieux, qui ont fait un baromètre du télétravail dans les tiers-lieux. Et on y apprend déjà que sur les 404 organisations sondées, seulement 38% des entreprises autorisent le télétravail. Voilà, ça permet de remettre finalement en question, parce qu'il y a des entreprises où le télétravail n'est pas possible de par leur activité. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, parmi celles qui l'autorisent, seuls 18% des entreprises de plus de 10 salariés autorisent le télétravail ailleurs que depuis le domicile. Mais c'est peut-être aussi, là on a peut-être l'impact de WeWork et de la faillite de WeWork, parce qu'ils ont un modèle économique qui était quand même très agressif. Mais quand tu vas en province, les tiers-lieux, les cowork, ils fonctionnent bien, et c'est difficile d'obtenir des bureaux, c'est difficile d'avoir de la place. Moi je le vois à Nantes, nous on a des espaces privatifs dans des cowork en province, et t'as pas un bureau comme ça tout de suite. Donc finalement, c'est qu'il y a quand même de la demande. Donc je pense qu'il faut peut-être moduler entre Paris, province, en fonction des territoires, et puis peut-être le fait aussi de WeWork, effectivement, ils se retrouvent avec des bâtiments entiers vides. C'est un autre sujet. Je pense que c'était leur politique économique qui était trop agressive qui les a menés à cette situation. Karim? On a effectivement un mindset qui est caractérisé par plusieurs informations. C'est déjà le coût que ça, c'est sérieux pour l'entreprise, le mindset de l'entreprise, la nature de l'entreprise. Pourquoi est-ce que mon collaborateur doit aller sur un tiers-lieu, hormis se rapprocher justement de chez lui pour avoir un temps de trajet qui est plus court? C'est quoi son niveau de performance lorsqu'il est sur un tiers-lieu? Le sujet du coût, il est important. Est-ce que c'est un peu comme quand on prend l'avion? Est-ce que j'ai besoin d'une seconde classe, d'une classe affaires ou d'une première classe? Et pourquoi? La question est de se dire pourquoi. Donc le sujet du tiers-lieu, c'est qu'on a aujourd'hui en France pas pléthore de choix en termes de gamme de services, de gamme de lieux. On a souvent des lieux qui vont avoir le classique de la restauration, snacking, le desk booking, la salle de réunion qui est en plus au contrat, etc. On n'a pas forcément aujourd'hui une offre qui répond à toutes les demandes, qui rend un petit peu parfois le tiers-lieu limité. Très bien. Alors autre sujet, on reste un petit peu dans la même veine de la performance énergétique, l'obsolescence. L'obsolescence des immeubles. La moitié des bureaux dans le monde qui risquent l'obsolescence, ça c'est une étude de JLL qui nous le révèle. Ils estiment qu'un investissement de 1,2 trillion de dollars pourrait être nécessaire à moyen terme pour préserver tout simplement la liquidité de ces actifs sur le marché. Et si on prend uniquement New York, Washington DC, Paris, Chicago et Londres, à eux seuls, c'est entre 242 et 320 milliards de dollars de besoins d'investissement. L'obsolescence du parc du bureau, c'est un sujet dont on parle beaucoup. On a l'impression qu'on a un peu du mal à trouver la solution à ce problème. Oui, notamment j'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça un reportage où ils expliquaient qu'après avoir analysé sous toutes les coutures les différents scénarios possibles, et c'était beaucoup plus efficace de détruire que de réhabiliter. Donc à un moment donné, il va se poser aussi cette question. Antonio, tu voulais réagir? Je rejoins ce que dit Muriel en fait, et je voulais réagir aussi, mais le pivot, en fait, j'ai envie de dire, c'est la vitesse de l'obsolescence. En fait, l'obsolète devient obsolète très rapidement maintenant, en fait. Donc dans la conception initiale, en fait, il faut bien penser à long terme. Et c'est très difficile de ramener à niveau un bâtiment aujourd'hui
sans avoir des coûts très très importants. Donc c'est effectivement plus difficile de repartir à zéro, de repartir d'une base et de la corriger en fait aujourd'hui. Ok, c'est ce qui se fait et c'est ce qu'on va revoir ou voir dans des schémas directeurs immobiliers et ça accompagne largement le déploiement du flex office aussi, puisque ça redistribue aussi toute l'occupation des bureaux et ça nous ramène à le métier au quotidien et à ce qu'on fait dans un immeuble. En fait. Et sans être un professionnel de l'immobilier de bureau, on peut quand même s'interroger quand on voit les chiffres d'occupation de bureaux à l'heure actuelle. L'obsolescence c'est une chose, la rénovation en est une autre, mais la rénovation c'était pour refaire du bureau inoccupé. Finalement il faut s'interroger aussi peut-être de l'après, on parle de logement. Encore une fois je suis pas du tout un professionnel du secteur du bureau, mais c'est vrai que ces chiffres sont faramineux. On pourrait dire que c'est beaucoup d'opportunités pour des entreprises de rénovation, de transformation, et en même temps il faut que les actifs soient utilisés, occupés et loués. Or aujourd'hui on nous dit qu'il y a quand même pas mal de mètres carrés vacants, notamment je pense à l'esplanade de la Défense, mais aussi ailleurs. Donc voilà, il y a pas mal de... Je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'il y a les professionnels ont de quoi effectivement travailler pour apporter une solution durable, je ne sais pas, en tout cas répondant au marché, parce que je suis aussi d'accord sur ce que tu disais, à savoir c'est assez rapide l'obsolescence, on est vite obsolète avec les... Ce qui est intéressant, c'est de benchmarker la promotion immobilière tertiaire bureau avec la promotion immobilière particulière en fait. Voir un peu les courbes et voir comment ça évolue chacun des deux côtés, parce que ça répond à la problématique des logements vacants. On sait qu'il y a des initiatives qui se font dans certaines entreprises, mais ça permettrait de bien comparer en fait ces courbes-là. Très bien, voilà, c'était donc la revue de presse. Toutes ces actualités et bien d'autres sont à retrouver sur Republic Workplace, le média. Et nous allons tout de suite passer au débat. Ça permet de remettre finalement en question, parce qu'il y a des entreprises où le télétravail n'est pas possible par leur activité. C'est parti donc pour ce débat, comment rendre visibles les invisibles. Ils sont essentiels au fonctionnement de nos environnements de travail, les agents de sécurité, d'accueil, les personnels de propreté et d'hygiène, les cuistots, les agents de maintenance, les jardiniers, les factotums. Et pourtant, ils sont souvent relégués à l'anonymat. Alors nous allons nous demander, nous ici sur ce plateau, comment faire justement pour les sortir de cette situation. Alors d'abord, Karim, je voulais t'interroger en premier parce que toi, tu tenais à rappeler justement l'importance de ces métiers. On parle ici de métiers qui sont sous-estimés, certes, mais qui sont essentiels. Ils sont cruciaux même pour nos bâtiments, pour nos immeubles, parce que si on a des immeubles propres, si on est bien accueilli le matin, si on est bien servi le matin, si on est bien en sécurité le matin, c'est grâce à tous ces gens de l'accueil, de la propreté, de la sécurité, de la maintenance, restauration, etc., comme je le disais juste avant. Donc c'est grâce à eux qu'on vient le matin aussi au bureau, parce que si nos bureaux étaient dans des stades dégradés, on ne viendrait pas au bureau, on changerait de société. Donc on leur doit beaucoup. Pourtant, ils sont aujourd'hui beaucoup, pour la plupart, dans l'ombre. Donc on doit les mettre en lumière, on doit les reconnaître, on doit passer du temps avec eux. Et finalement, on apprend des choses. Quand on passe du temps avec notre jardinier, on découvre comment fonctionnent nos plantes, comment est-ce qu'on les arrose, comment est-ce qu'on les entretient avec nos accueils, comment est-ce qu'on travaille sur les parcours, justement pour reconnaître différemment le dirigeant, le collaborateur, le prestataire, le visiteur. Donc voilà, il y a ce lien à créer finalement dans chaque bâtiment de France, en tout cas tertiaire, avec les personnes qui composent la vie du bureau. Et c'est en faisant cette relation de contact au quotidien qu'on voit le résultat très bénéfique et pour le coup gagnant-gagnant pour chacun. Guillaume, toi chez Atalian, ce manque de reconnaissance là dont on parle, qui est de fait cet anonymat, ça crée forcément des situations compliquées pour ces personnels. Est-ce que toi tu le ressens, tu le touches du doigt forcément dans l'opérationnel? Alors je ne serais pas aussi dur que ça dans les propos, parce que ce qu'on a ressenti nous dans ces métiers de service en général, de l'accueil, de la propreté, de la restauration, il y a eu un avant Covid et un après-Covid. L'avant-Covid, effectivement, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle les invisibles. Pendant la crise du Covid, on a mis en valeur ces invisibles comme des gens visibles. Et si vous faites attention, il y a eu un grand changement après le Covid sur la façon dont effectivement on a adressé ces sujets-là. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le train, aujourd'hui vous avez un agent de propreté qui passe, avant c'était impensable. Aujourd'hui on voit cette personne et on vous le dit. Dans les gares, on le voit. Dans les centres commerciaux, on voit les personnes. Donc aujourd'hui effectivement pour nous c'est devenu naturel et nos collaborateurs à la fois sont fiers mais sont aussi très timides. Ils avaient l'habitude d'être plutôt cachés dans l'ombre, on leur a toujours dit depuis des années, il ne faut pas se montrer, dans l'hôtellerie on se cache. Et aujourd'hui, vous allez porter une tenue, vous allez être visible, vous allez être identifié comme agent d'accueil, comme agent de propreté, comme agent de sécurité.
sécurité. Et vous devez apprendre à aller vers les autres, à reconnaître effectivement le président, la direction, à faire ce qu'on appelle l'expérience client, l'expérience visiteur. Donc c'est une grosse conduite du changement, ce qui n'est pas simple pour une partie des équipes qu'on manage, mais j'ai envie de dire merci aux clients et merci effectivement à ce moment-là à ce qui s'est passé au Covid, parce qu'on met en valeur nos métiers, on reconnaît qu'effectivement l'ensemble de la communauté de l'environnement de travail est indispensable au bon fonctionnement d'un immeuble ou d'un lieu de tiers-vie, encore une fois d'un espace où du public va être présent. Alors justement, ça pose la question parce que, par exemple, si on prend les personnels de ménage qui étaient du coup traditionnellement habitués soit à travailler très tôt, soit très tard le soir et qui du coup organisaient leur vie, leur journée en fonction de ça. Quand on veut justement faire ce changement, pour des bonnes raisons, certes, comment on fait pour le mener à bien, sachant que parfois ces personnels-là, c'est pas forcément adapté à leur vie, ce changement de paradigme et ce fait de travailler sur les mêmes horaires que les employés de bureau. En fait, on le co-construit. Ouais. On le co-construit et c'est l'expression de besoin, le cahier des charges, la rédaction d'un cahier des charges, le dialogue qu'on aura avec nos partenaires, les prestataires, partenaires, intervenants extérieurs, est déterminant en fait dans ce sujet. On sait que grâce au Covid, il y a eu un écho positif pour toutes ces minorités entre guillemets non visibles qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voulait pas voir. Mais du coup, on le travaille, on le construit, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, et c'est quelque chose qu'on construit et on ne peut pas contraindre quelqu'un à le faire. C'est-à-dire, c'est là où la co-construction est importante. Tout le monde n'aura pas envie d'intervenir pendant les horaires de bureau ou autre, et donc c'est un dialogue permanent avec l'intervenant extérieur, l'entreprise extérieure, qui va cibler sa population, qui sera à même de pouvoir intervenir en ces horaires de bureau. Et quand ça fonctionne très très bien. Ouais, il faut faire attention parce qu'effectivement, c'est les mettre en lumière, mais il faut faire attention à ne pas s'acheter une bonne conscience au détriment de ces agents, de ces personnes, parce que souvent, effectivement, elles ont un shift le matin, elles vont avoir un deuxième job dans la journée ou s'occuper de leurs enfants et reprendre un troisième poste le soir. Si on leur impose de travailler toute la journée, on va les rendre encore plus misérables, ce qui n'est pas le but du tout. Le but, c'est d'avoir quelque chose, un cercle vertueux. Donc tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Il y a des personnes qui vont accepter, d'autres non. Et donc c'est là où la co-construction est importante, parce que le prestataire, le partenaire, va savoir qui il peut mettre en journée versus qui préférera travailler le matin et avoir d'autres activités dans la journée. Et je rajouterai un élément, c'est que là, on est sur le sujet de l'immeuble tertiaire traditionnel, mais vous avez des secteurs d'activité où vous ne pouvez pas intervenir pendant la production du service. Oui. Je vais prendre dans les chaînes agroalimentaires, je vais vous prendre dans des hôpitaux, il y a des moments où il faut qu'il n'y ait plus personne. Donc l'intention est là, la volonté est là, elle est co-construite avec les donneurs d'ordre, mais elle n'est pas possible à 100% sur 100% du périmètre, et quel que soit le métier, effectivement, de l'environnement de travail. C'est pareil pour la restauration, on les voit, mais il va y avoir des coupures aussi sur certains. Moi, je connais des sites où les restaurants sont ouverts 24, 7. Vous avez forcément des horaires décalés. Donc oui, pour tendre vers cela, mais en co-construction avec effectivement nos collaborateurs qui ne sont pas tous demandeurs de ce travail en journée. Est-ce qu'il y a des freins parfois du côté des entreprises ou des collaborateurs à cette mise en place d'une plus grande visibilité? Au début, on a des patrons d'entreprise qui ont voulu justement décorréler la présence des collaborateurs par rapport à la présence des prestataires en ne faisant qu'il n'y ait pas de croisement entre les deux, qui étaient les premiers freins. Lorsqu'on a fait nos premiers tests, en tout cas chez nous avec nos clients, les directeurs d'entreprise se sont rendus compte que finalement leurs collaborateurs, ça ne les dérangeait pas plus que ça, donc eux-mêmes étaient surpris. Donc finalement, il y a un peu de pédagogie, un petit peu d'éducation. C'est des métiers qui sont soumis pour la plupart à la pénibilité qui est extrêmement élevée, parce qu'il va y avoir des tâches un peu parfois ingrates, des charges lourdes. Donc c'est un peu cette co-construction dont on parlait juste avant, mais qui est aussi à faire avec eux et pas forcément avec leurs dirigeants, avec chacun, avec chaque salarié, en fonction de ses conditions. Est-ce qu'il habite loin? Est-ce qu'il habite proche? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il est déposé le matin? C'est vraiment du cas par cas. Il y a l'ADN de l'entreprise, ce qu'on porte nous en disant nous on a une volonté qui est de mettre en lumière ces métiers-là, de les accompagner, de les aider, de les fidéliser, de les faire progresser, de les former. Donc ça, c'est le mindset initial. Mais derrière, c'est du cas par cas avec chacun d'entre eux pour faire en sorte que leur parcours, leur train de vie, leur travail soit fait dans les meilleures conditions possibles. On peut ajouter que le flex office, l'ouverture des espaces, le fait que les cloisons tombent, les portes tombent aussi,
favorise aussi l'introduction des personnes dans des horaires de journée et favorisant cette coactivité où tout le monde va se croiser en fait. Le fait qu'un bureau ne soit pas fermé, ça facilite la tâche parce que c'est pas facile de rentrer dans un bureau où quelqu'un a fermé sa porte. C'est pas évident, donc ça favorise aussi ce terrain. Et sur la partie de développement en fait de cette visibilité, en fait, ça tient au preneur. Le preneur, c'est l'exploitant en fait du bâtiment, c'est le workplace manager ou autre. Et c'est comment il va accompagner cette démarche et comment il va savoir valoriser en fait, comme il le fait pour ses services, comment il va savoir valoriser les actions qui sont menées en fait. C'est vraiment une expérience à mener au quotidien et incarner cette fonction en fait sur le site et accompagner tous les prestataires. C'est pas des belles paroles, hein, c'est une réalité en fait. C'est vraiment une réalité au quotidien. On gère un site et on met en avant tous les services qui sont sur ce site. Alors, pour conclure, puisqu'on arrive au terme de ce débat, toi, Muriel, tu as mis en place des choses particulières chez Blablacar. On peut voir les images qui tournent. Ils travaillent effectivement en journée avec nous tous. On les connaît, ils nous connaissent. On s'appelle par les prénoms et réciproquement. On les inclut dans tous nos programmes de formation. Dès qu'on a une formation premier secours, lutte incendie, etc., ils sont toujours super contents. Ils ont accès à l'ensemble des espaces chez nous. C'est la salle de sport aussi, les douches. Enfin, ils ont vraiment accès à tout. Et parce que c'est le collectif et c'est tous ensemble. On travaille tous ensemble pour les collaborateurs, pour le maintien de ce bâtiment. Donc, il n'y a aucune raison qu'il soit mis de côté. Très bien. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir échangé sur ce sujet important, ô combien important, de la mise en lumière de ces rôles. On l'a dit tout au long de cette émission, ces rôles essentiels et vous y contribuez tous. Guillaume évidemment, mais aussi vous en tant que donneur d'ordre. Donc merci en tout cas à tous les quatre d'être venus pour échanger sur ce sujet. Les prochains rendez-vous, bien sûr, avec République. Le premier d'entre eux, bien sûr, je profite de la présence de deux des jurés de cette édition 2025. Ce sera Work Night, la cérémonie, le 1er avril au Théâtre Mogador. Donc bien évidemment, venez nombreux. On a eu 70 candidats. Vous en avez pensé quoi en un mot de ces candidats? Ça a été une bonne cuvée? Oui, très bonne cuvée. Et je pense que la soirée va vous offrir de belles innovations et de beaux dossiers. Et ben, oui, parfois très dur de noter, hein. Très dur de les distinguer. Mais c'est le jeu, c'est le jeu. En tout cas, voilà, venez assister à la cérémonie pour découvrir le palmarès en avant-première. Et puis, un peu plus loin, au printemps, les 20 et 21 mai, on se retrouvera cette fois-ci à Deauville pour les FM Days. On vous a concocté un programme riche, 10 ateliers débats. On va échanger sur la restauration, sur l'expérience collaborateur, sur le rôle de l'hygiène, sur la robotisation, sur l'IA, sur la sécurité des environnements de travail et même sur le workplace dans les entrepôts et les usines, un sujet dont on parle assez peu et dont on aimerait parler à cette occasion des FM Days. Donc on espère vous y voir vous derrière la caméra, très nombreux à Deauville. Ce sera les 20 et 21 mai. Merci, c'est la fin donc de ce Place de la République. Merci de nous avoir suivis.